Matin se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Comment permettre aux réfugiés syriens de revenir habiter chez eux? Une réunion entre la Russie, l'Iran et la Turquie a lieu aujourd'hui et demain sur ce sujet. Nous sommes allés rencontrer ces réfugiés en question, exilés en Jordanie. Vous entendrez leurs réponses. Nous irons ensuite à Kiev, en Ukraine, où notre envoyé spécial nous expliquera les changements qu'implique la loi martiale. Elle entre en vigueur aujourd'hui dans les zones frontalières à la Russie. Moscou y a d'ailleurs renforcé sa présence militaire. La Pologne, reine du charbon, accueille la COP24 ce dimanche et tous les paradoxes sont permis. La conférence sur le climat est parrainée par un groupe minier. Nous irons à Varsovie à ce propos. Et dans cette édition encore, nous ferons le tour des réactions après les propositions d'Emmanuel Macron pour allier pouvoir d'achat et fiscalité écologique. Il n'a pas convaincu. Et puis nous irons sur l'île de la Réunion où la ministre des Outre-mer a atterri ce matin. Elle veut calmer la colère des Gilets jaunes. Après ce journal, Frédéric Seyss consacrera son billet politique à la fausse note de Gérald Darmanin ou comment un propos sur une addition de restaurant a hystérisé les réseaux sociaux. À l'approche de l'hiver, 1 million d'enfants victimes des conflits au Moyen-Orient risquent de se retrouver abandonnés dans le froid. Voici ce que dit UNICEF, qui souligne qu'il faudrait pour les aider 33 millions de dollars de plus dédiés au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ces enfants se trouvent au Liban, en Turquie, en Irak, en Jordanie et en Syrie. La Syrie qui fait l'objet aujourd'hui et demain de nouvelles discussions entre la Russie, l'Iran et la Turquie. Les Occidentaux ne participent encore pas à ces discussions. Il sera question du maintien de la trêve dans la province d'Idlib, le dernier bastion aux mains des rebelles, de la transition politique. Un comité constitutionnel intégrant l'opposition doit être mis en place. Et puis il sera question également du retour des réfugiés. Un point sur lequel Damas et Moscou insistent au nom de la normalisation de la situation dans les territoires reconquis par le régime. Mais pour les Nations Unies, les conditions ne sont pas encore réunies pour que les Syriens reviennent chez eux. Aurélien Colli s'en est d'ailleurs rendu compte dans les camps de Jordanie. Voici son reportage. Ils vivent à 23 dans 30 mètres carrés, mais la famille Al-Madjari ne se plaint pas. Ahmed, le grand-père, était déjà en Jordanie avant la guerre. Il a pu accueillir ses fils, leurs femmes et leurs 15 enfants quand ils ont fui Alep. Dieu soit loué, ils sont tous là, sourit le vieil homme en décrivant le périple de ses fils, les jours de marche, les barrages de l'État islamique ou ceux de l'armée syrienne que son aîné Abdallah a déserté. Tant que le régime est là, on ne peut pas rentrer, mais s'il change, on sera content de retourner chez nous, explique l'ancien appelé qui enchaîne les cigarettes. Pour l'instant, ça va, mais l'avenir, je ne sais vraiment pas, il n'y a pas beaucoup de travail, ajoute-t-il, sous le regard de sa femme Raouda, dont la famille, elle, est encore en Syrie. La situation ici est meilleure, ils me disent de rester, que c'est plus sûr, que là-bas il n'y a pas d'espoir et même pas les services minimums, raconte la jeune mère, bien que toute la famille ici dépende de l'aide humanitaire. Même sentiment à quelques kilomètres, dans le camp de Zaatari, le plus grand du Moyen-Orient. Après 7 ans de conflit, il est devenu une ville où 75 000 Syriens dépendent aussi de l'aide internationale. Si Dieu le veut, si c'est notre destin, oui, on retournera en Syrie, mais moi je n'obligerai pas mes enfants à y aller, explique Mahada. Arrivée de la Ghouta en 2015, elle vit dans un préfabriqué avec ses enfants scolarisés et en bonne santé. L'aîné rêve même d'étudier la médecine à l'étranger, alors qu'en Syrie, il serait enrôlé dans l'armée. Notre maison, elle est détruite, alors même si les autres rentrent, nous on n'ira pas. Ici, on est en sécurité, tranche de son côté Brahim. Selon un sondage de l'ONU, 80% des réfugiés voudraient bien rentrer, mais moins de 10% l'imaginent dans l'année qui vient. Il y a le jeu politique qui voudrait les voir rentrer chez eux, mais ils n'y pensent même pas, ils pensent à survivre en attendant, car leur pays est toujours en guerre, résume Matteo Poltroni, de la branche humanitaire de l'Union européenne, en défendant des retours volontaires avec sécurité, dignité et réintégration. C'était un reportage d'Aurélien Colli en Jordanie. La Russie surveille les Ukrainiens de près. Selon le président ukrainien d'ailleurs, Petro Poroshenko, le nombre de chars russes à la frontière aurait triplé. Il brandit la menace d'une guerre totale 3 jours après les tirs russes sur 3 navires ukrainiens et l'emprisonnement de 12 marins. Une rhétorique belliqueuse alors qu'entre en vigueur aujourd'hui justement la loi martiale dans une partie de l'Ukraine, près des frontières. Loi que nous détaille ce matin Claude Brouillot. Des contrôles renforcés dans les aéroports, notamment pour les citoyens russes, des réquisitions facilitées en cas d'urgence, par exemple pour la production d'armes, ou encore la limitation et l'encadrement plus strict de manifestations ou de rassemblements. Les situations dans lesquelles la loi martiale voulue par le président Poroshenko sont multiples. Mais dans la capitale Kiev, qui n'est pas concernée par ces mesures, à la différence des régions frontalières de la Russie, les habitants semblent partagés entre deux sentiments. D'un côté, cette loi peut faire mieux comprendre aux Occidentaux qu'il y a intérêt à davantage soutenir l'Ukraine, menacée par son grand voisin russe, et de l'autre, une question revient sur toutes les lèvres, pourquoi maintenant? Alors que l'annexion de la Crimée et le
le conflit dans le Donbass date d'il y a bientôt 5 ans. Invariablement, la même réponse fuse. C'est à cause des mauvais sondages de Poroshenko avant la présidentielle dans 4 mois et le doute de s'installer dans les esprits. Alors que cette tension ait été provoquée ou non, Donald Trump, lui en tout cas, évoque une agression russe contre Kiev et menace d'annuler sa rencontre prévue en fin de semaine avec Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 en Argentine. L'Europe, elle, se réunira en décembre pour décider d'éventuelles sanctions contre Moscou. Il tourne en mer Méditerranée depuis plusieurs jours maintenant. Un navire de pêche espagnol ne trouve aucun pays pour accueillir les 12 migrants à son bord depuis leur sauvetage la semaine dernière. Ces rescapés en provenance de Libye sont originaires du Niger, de Somalie, du Soudan, du Sénégal ou encore d'Égypte. L'Italie et Malte ont déjà refusé de le voir accoster et si le bateau se dirige vers la Libye, son capitaine dit risquer une mutinerie, précisant que dès que les migrants entendent le mot Libye sur le bateau, ils deviennent très nerveux et qu'il est difficile de les rassurer. C'est l'image de la nuit en Pologne. Des militants de Greenpeace ont escaladé la cheminée la plus grande centrale à charbon d'Europe, la plus grande et la plus polluante. Ils ont passé la nuit là-haut. L'ONG veut protester contre le réchauffement climatique et ce avant le sommet sur le climat, la COP24, qui va démarrer ce dimanche en Pologne. Varsovie, au contraire, est plutôt fière de ses usines à charbon. Pour preuve, une grosse entreprise du secteur a parrainé cette COP24, Thomas Giraudot. C'est un sponsor parmi d'autres. Voilà comment se défend le ministre de l'Environnement, Henryk Kowalczyk, quant au fait que le groupe minier polonais JSW soit le premier partenaire officiel de la COP24. Curieux quand on sait que les centrales et les vieux poêles à charbon utilisés par plus de 40% des Polonais pour se chauffer sont les principaux responsables de la pollution dans le pays. Mais pour JSW, la COP24, c'est justement l'occasion de changer l'image du secteur, montrer que l'entreprise polonaise fait des efforts pour limiter ses rejets de CO2, que l'extraction de charbon est en quelque sorte de moins en moins sale. JSW se définit même comme leader pro-écologique dans l'industrie minière. Parmi les autres partenaires de la conférence climatique, on trouve aussi PGE et Toron, deux grands groupes exploitant des mines et des centrales à charbon. Une présence étonnante mais finalement dans la droite ligne de la politique environnementale et énergétique du gouvernement polonais. D'un côté, il aide financièrement les foyers à abandonner le chauffage au charbon pour se tourner vers le gaz ou les énergies renouvelables, mais de l'autre, il soutient à grand renfort de milliards les mines toujours exploitées et ses 100 000 employés qui travaillent justement dans la région de Katowice où se déroule la COP. Faire d'une entreprise minière le sponsor de la conférence climatique, c'est donc aussi envoyer un signal fort à toute l'économie locale. Une COP24 en Pologne donc, où les dirigeants auront fort à faire s'ils veulent endiguer le réchauffement climatique. Selon un nouveau rapport publié hier par l'ONU, nous ne sommes pas dans les clous pour le limiter à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Il faudrait tripler les efforts déjà promis lors de la COP21 à Paris il y a 3 ans. Et pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est 5 fois plus d'efforts qu'il faudrait faire. Voilà ce que dit l'ONU. 8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Annick Girardin a atterri ce matin sur l'île de la Réunion. La ministre des Outre-mer s'est rendue sur le barrage du rond-point de Gillot à Saint-Denis, qui permet l'accès à l'aéroport, là même où des dizaines de gilets jaunes l'attendaient. La ministre va tenter de faire sortir l'île de la paralysée au 12e jour de blocage. Nous rejoignons ce matin notre envoyé spécial à la Réunion, Benjamin Mathieu. Benjamin, avant même d'atterrir tout à l'heure, Annick Girardin a déjà annoncé des mesures. Ouais, notamment sur l'essence, l'une des revendications majeures des Gilets jaunes. Le prix des carburants a déjà baissé depuis hier, une légère baisse de 13 centimes d'euros pour le samplon, de 7 centimes pour le gasoil. Il s'agit en fait d'un ajustement de la préfecture sur le cours du baril de pétrole, le cours mondial. Boris, un breton qui vit ici depuis 4 ans, n'y comprend pas grand-chose. Qui comprend ce type de discours aujourd'hui? C'est quoi les solutions? Elle parle d'un cahier bleu, je crois, ou livret bleu, ou livre bleu, sans expliquer véritablement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a l'impression qu'il n'y a rien de concret. Je suis un peu pessimiste, mais voilà. La crainte ici, c'est qu'après les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron, qui ont énormément déçu sur l'île, eh bien la ministre des Outre-mer n'a rien de concret à annoncer. C'est le sentiment de Marc. C'est une émissaire qui n'a, après ce discours, plus aucune marge de manœuvre. Et puis surtout, n'est qu'une émissaire qui n'a plus rien dans sa besace. Il n'y a pas de biscuit. Le programme d'Annick Girardin est chargé. Elle souhaite aller à la rencontre de tous les barrages disséminés tout autour de l'île, mais aussi rencontrer les acteurs du monde économique, durement éprouvés par les blocages. La ministre des Outre-mer a déjà annoncé avoir pris un billet aller simple. Elle restera ici jusqu'à ce que le calme soit revenu. Benjamin Mathieu depuis Saint-Denis à la Réunion ce matin. Moins de blocage, mais une colère également pour plus de pouvoir d'achat. En métropole, la réunion avec le ministre de la Transition écologique François de Rugy n'a pas suffi. Hier, réunion avec 2 représentants des Gilets jaunes. L'un d'eux appelle à une nouvelle mobilisation samedi prochain à Paris. Ce sera le 3e week-end consécutif de mobilisation. Et hier, Emmanuel Macron a notamment proposé une fiscalité sur le carburant modulable en fonction de l'évolution du prix du baril. Sorte de TIPP flottante, comme sous Lionel Jospin de 2000 à 2002. Trop flou, disent déjà certains manifestants. Même réaction dans les couloirs hier de l'Assemblée nationale après le discours du chef de l'État à ce propos. La controverse sur le pouvoir d'achat, Alexandra Duboucheron, n'a pas calmé les élus de tous bords. Difficile de trouver un député de l'opposition pour saluer le discours du chef de l'État. Un discours sans humanité, sans affect et qui ne répond pas au sujet, juge Éric Woerth chez les Républicains. Le sujet, répondent les députés presque d'une seule voix, ça aurait été le moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants. Or, Emmanuel Macron l'a balayé d'une main.
hier pour proposer des mesures insuffisantes selon l'opposition. Le retour de la TIPP flottante, du déjà-vu qui n'a pas marché, disent-ils. La concertation de terrain proposée par Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Elle a certes le mérite d'exister, note un élu du groupe Liberté et Territoire, mais il faudra qu'elle associe bien les représentants des manifestants et qu'elle soit suivie d'effets, de gestes concrets, dit-il. Et puis ce grand débat doit durer 3 mois. Il n'en fallait pas tant pour les mesures fiscales en faveur des plus riches, rappelle une élue socialiste dans l'hémicycle. Encore 3 mois, monsieur le bourreau, ironise sur Twitter Jean-Luc Mélenchon, le dirigeant de la France Insoumise. Tout cela, c'est le résultat d'une majorité dont les députés ne vont plus sur le terrain, assure de son côté la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Ces députés La République En Marche, ils se sont réunis justement dans la journée hier pour lancer cette nouvelle méthode basée sur plus de pédagogie, tous derrière leur chef, même si l'un d'eux avait la mine des mauvais jours. Mathieu Orphelin, le très écolo élu du Maine-et-Loire, ça n'avance pas assez vite, dit-il. Fabien Roussel, vous êtes le secrétaire national du PCF, nouvellement élu, invité des matins de France Culture. Une fiscalité modulable en fonction du prix du baril de pétrole, c'est la bonne solution selon vous ? Bof. Ça ressemble à la taxe flottante, la TIPP flottante qu'avait mise en place le gouvernement Jospin à l'époque. Au début des années 2000 ? Et ça n'avait pas trop fonctionné. Ce qui est sûr, c'est que pour revenir sur les enjeux écologiques, il faut trouver le moyen d'utiliser moins de véhicules qui roulent à l'essence et au diesel. Et donc, il faut construire une alternative. Je ne suis pas certain que ce soit le véhicule électrique, pour vous parler franchement, parce que quand dans 20 ans tout le monde roulera à l'électrique, on se posera la question des batteries, et puis on se posera la question de la production d'électricité. Il y a un véhicule qui fonctionne bien, il y a un moteur qui est hyper écologique, c'est celui qui roule à l'hydrogène. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a des taxis qui roulent à l'hydrogène sur Paris, les taxis Hype, que je vous invite à utiliser, et eux, ils rejettent de l'eau et de l'air. Donc il n'y a pas plus écologique pour ça. L'urgence n'est pas le prix du carburant aujourd'hui ? Ça dépend. Ou alors on augmente fortement les salaires et le pouvoir d'achat. Mais bon, si les gens ont plus d'argent, ils continueront de rouler à l'hydrocarbure. L'urgence, c'est de construire une alternative à la voiture. Donc ça veut dire une voiture non polluante et qu'elle soit accessible en termes de coûts, et des transports en commun gratuits. C'est possible, ça, on est proche de la gratuité des transports en commun. Vous imaginez si demain le métro, le RER, le TER était pour rien ou presque rien pour les salariés notamment qui l'utilisent pour aller au travail. Ça pourrait changer complètement la donne. Et c'est le cas notamment dans certaines villes du Nord. Merci comme Dunkerque. Beaucoup Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Nous vous retrouvons dans une dizaine de minutes, un peu moins, sur France Culture. Avant cela, la suite du journal et un petit parfum de rébellion chez Google. Une centaine d'employés signent aujourd'hui une lettre publique pour exiger que le géant d'Internet abandonne un projet de moteur de recherche en Chine. Un projet qui respecterait les règles de censure imposées par Pékin à ses internautes. Projet dangereux, disent donc les salariés de Google. Autre géant qui inquiète cette fois les habitants de Long Island City à New York. Leur quartier a été choisi pour accueillir le nouveau siège d'Amazon. Plus de 200 villes américaines s'étaient portées candidates. Tout avait multiplié les gestes pour attirer ces milliers d'emplois et surtout les recettes fiscales qui vont avec. Mais sur place, les habitants du quartier craignent une gentrification, Loïc Laurie. Des chants de Noël détournés par une poignée de militants. Le gouverneur de New York en fait les frais. Il est accusé d'avoir bradé Long Island City au patron d'Amazon, pourtant l'homme le plus riche du monde. Cara distribue des tracts. Elle s'inquiète de devoir quitter son quartier à cause de l'inflation. Les salariés d'Amazon vont gagner $150 000 par an. Ça laisse beaucoup de choix pour se loger. Un choix que les autres n'ont pas. C'est rageant pour ceux d'entre nous qui ne sont pas propriétaires. Ne pas financer les infrastructures et continuer à construire en invitant des gens ici, alors qu'on a du mal avec ce qu'on a actuellement, bonne chance. Les infrastructures en effet n'ont pas suivi le boom de l'immobilier à Long Island City. La population a grossi de 20% en 5 ans. Ce phénomène de gentrification bien connu des New-Yorkais, l'arrivée d'Amazon est déjà en train de l'accélérer. Alexander Pereira est agent immobilier. L'activité a été littéralement multipliée par 4. C'est absolument insensé. Cela va sans doute faire augmenter les loyers dans le quartier et certains ne seront pas contents, c'est sûr, mais il faut bien nourrir la bête. Et tant pis pour les plus faibles, les locataires notamment qui verront leur loyer exploser. Les laissés pour compte de Queensbridge, également plus gros ensemble d'habitat social du pays, 30% de chômage. Les promesses d'Amazon en faveur de l'emploi, Chevaun, une habitante du quartier, n'y croit pas vraiment. Ils ont les moyens d'aider cette communauté s'ils s'installent ici. Mais le souhaitent-ils seulement ? Est-ce qu'ils vont nous donner des emplois ? Je ne crois pas. Le gouverneur annonce lui 30 milliards de recettes fiscales ces 25 prochaines années. Reste à savoir à qui cet argent va profiter. Nous revenons en France métropolitaine où le temps sera maussade, gris et surtout pluvieux ce mercredi sur les 2 tiers nord du pays. Le ciel sera plus lumineux au sud et notamment sur la Corse. Les températures avec la pluie se radoucissent. Comptez 3 degrés ce matin à Besançon, 4 à Lyon, 8 degrés à Bordeaux, mais déjà 11 degrés ce matin à